Un homme. Bah, le problème, c'est que les Français veulent stopper les flux migratoires. On peut être pour ou contre, mais les Français veulent stopper les flux On migratoires. ira en Angleterre juste après, vous verrez ce qui se passe en Angleterre aussi. Or, sur la question migratoire, eh ben, l'immigration montre en fait que l'impuissance publique à tous les niveaux. Comment ça se fait que lorsqu'on veut expulser quelqu'un de notre territoire, on ait seulement un taux d'OQTF qui est inférieur à 10% en fonction des années? Comment on fait lorsque on décide pas d'accueillir des personnes, mais que des personnes décident quand même de franchir la Méditerranée, de s'installer sur notre sol et sans qu'on soit en capacité, un, de pouvoir les contrôler et deux, pouvoir les expulser si par cas ils doivent être expulsés, ou sinon les accueillir dans des conditions décentes, voire même de les assimiler à notre culture, à notre civilisation. Le sujet essentiel, c'est que les Français veulent reprendre le contrôle de la politique migratoire et ne veulent pas subir l'immigration, mais veulent la choisir. Est-ce qu'ils veulent expulser tout le monde? Non, ce n'est pas le cas. Et par contre, ils disent, si par cas on vous accueille, bah, venez convenablement, vous n'êtes pas au McDonald's, vous n'êtes pas comme vous êtes, vous venez pour vous intégrer à une civilisation, à une culture et à un certain art de vie. Et ceux qui doivent être expulsés doivent être expulsés concrètement. Et c'est là qu'on arrive à un problème, c'est parce que l'immigration cristallise l'impuissance publique avec 20 lois sur l'immigration qui ont été faites en plusieurs années. On n'a pas été foutu, un, de régler les flux migratoires, deux, de régler les problèmes d'assimilation et d'intégration sur notre territoire. Et sur la question que vous évoquez sur le Royaume-Uni, oui, le Royaume-Uni est une chose importante dans la mesure où on a montré que ce n'est pas une question uniquement de souveraineté par rapport à l'Union européenne, parce qu'ils sont en dehors de l'Union européenne et ils ont accueilli 600 000 migrants l'année dernière. C'est surtout une question de protection des frontières et comment on fait pour pouvoir contrôler la Méditerranée avec une coopération européenne. On sera avec Sarah Menaille dans quelques instants. Les peuples européens, dont le peuple britannique, en ont marre de subir l'immigration et veulent davantage reprendre ce qu'a dit Raphaël Steinville, reprendre leur main. C'était le slogan de Boris Johnson lorsqu'il a réalisé le Brexit, Take Back Control. Le point qui est posé par la Cour suprême, c'est pas que le projet est remis en cause, c'est qu'ils disent le Rwanda n'est pas un pays sûr. Ça veut dire que dans les conventions qu'on signe, notamment l'ensemble des pays européens, dont les pays britanniques, dans les conventions de Genève et les conventions sur les migrants, et notamment un point qui est précis, c'est que en fait, on ne peut pas retourner et renvoyer des migrants dans des pays dits en guerre et des pays qui ne sont pas dits sûrs. Donc en fait, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le système des hotspots, donc ça veut dire plutôt que les gens qui viennent et ensuite après on les expulse, et ben on demande aux gens, à un pays tiers, de traiter la demande d'asile pour éviter d'arriver à des jungle de Calais ou des tentes à Porte de la Chapelle, etc. Donc il faut choisir un pays dit sûr, ce qu'a fait parfaitement le Danemark avec un pays d'Afrique. Donc le point c'est un, choisir un bon pays sûr, deux, avoir une bonne politique étrangère pour que les pays d'Afrique et les pays du Moyen-Orient soient en considéré dit sûr, donc ne pas apporter des guerres supplémentaires, ne pas apporter des conflits supplémentaires, et surtout trois, faire en sorte que le peuple souverain ait la main sur les décisions. Et c'est là un des points essentiels qui avait conduit au Brexit. C'est-à-dire que les Britanniques en avaient marre seulement que ce soit les juges européens, différents juges qui décident de la politique et pas la souveraineté populaire. Or, dans une démocratie, qu'est-ce qui décide autrement que le peuple lui-même qui décide qui on décide d'accueillir et qui on décide d'expulser? Et je pense que beaucoup de Britanniques sont déçus par ces décisions parce qu'ils se disent que c'est encore une fois des juges et encore une autorité extérieure qui n'a pas été élue qui décide de quelle est la politique migratoire des Britanniques. Allez, deux mots. Emmanuel Macron a fait une faute parce qu'il a donné la victoire aux islamistes les plus radicaux et à Jean-Luc Mélenchon et ses amis en donnant le même argument que, c'est-à-dire que ce serait non pas une marche pour lutter contre l'antisémitisme, mais une marche qui serait censée soutenir l'islamophobie. Or, le point essentiel du président de la République, son rôle essentiel, c'est d'importer une vision, non pas de rassembler tout le monde dans le même camp, mais c'est d'impulser une vision sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas dans notre pays. Or, est-ce qu'il est acceptable dans notre pays que des gens se déclarent ou commettent des actes antisémites? Moi, je pense que c'est eux qui doivent sortir du pays et c'est pas eux qui doivent imposer leurs règles à l'ensemble des Français. Je pense que la mairie de Nantes devrait se concentrer sur ses missions essentielles, c'est-à-dire que je crois c'est une coalition socialo-écolo. Je crois que sur l'écologie, ils ne font pas grand-chose, mais en tout cas, ils devraient s'y concentrer. Et sur le socialisme, ils devraient faire en sorte d'avoir une autre politique sociale qui fasse en sorte que les habitants les plus démunis puissent vivre en sécurité. Parce que lorsque vous interrogez les habitants de Nantes, et moi j'en ai quelques-uns dans mon équipe de think tank, on ne peut pas aller au centre-ville sans être importuné et en situation d'insécurité. Donc ils devraient peut-être se concentrer dessus. Et en fait, ce qu'on voit avec les escrolos socialos, c'est qu'en fait, ils ont un sujet essentiel, c'est la déconstruction plutôt que la construction. Ils font en sorte, non pas parler d'écologie et de socialisme, mais ils font en sorte de parler tout le temps de déconstruction, de marché de Noël, de théorie du genre, de wokisme. Et au fait, ce qu'ils veulent essentiellement, c'est de déconstruire la civilisation et les racines françaises. Et c'est ça le point essentiel. Est-ce qu'il est possible, pour une fois, de s'adapter à la majorité plutôt qu'en fait la majorité s'adapte à la minorité? Qui ne veut pas du marché de Noël, si ce n'est 99% des enfants? Donc je pense que c'est plutôt 1% d'enfants qui sont peut-être brusqués par Noël, brusqués par l'identité du genre ou je ne sais quoi, qui devraient s'adapter aux 99% plutôt que les 99% qui devraient s'adapter aux 1% d'emmerdeurs toujours les mêmes. Notamment sur le fait que si par cas c'était pas un acte anti-chrétien, il n'y a pas eu autant de dégradation, mais il y aurait uniquement des vols. Et malheureusement, on assiste à une explosion des actes anti-religieux, notamment depuis le 7 octobre sur les actes antisémites, mais on a depuis très longtemps des actes
anticléricaux et surtout antichrétiens qui ont explosé, notamment ces dernières années, notamment lorsqu'on voit les différents attentats terroristes et les différents actes de manifestation contre la religion chrétienne. Il suffit de voir les déclarations de Gérald Darmanin et les protections, notamment dans les jours fériés, les jours religieux. Donc la question essentielle, c'est est-ce qu'en France, on est capable de protéger les personnes qui ont leur foi? Parce que le principe de laïcité doit dire en conséquence, vous n'avez pas le droit de manifester votre foi sur l'espace public. Par contre, on doit faire en sorte que les personnes puissent exprimer leur foi sur leur foi privée. Or, lorsque vous êtes attaqué en raison de votre foi, est-ce que vous pouvez appliquer raisonnablement le principe de laïcité? C'est la question qui est posée au ministre de l'Intérieur et aux autorités publiques. Naïma est de toute façon, vraisemblablement, vu ce qui s'est passé précédemment à la guerre du Kippour, Benyamin Netanyahou ne passera pas le conflit, comme l'ancienne première ministre d'Israël. Je pense que l'objet essentiel de Netanyahou, c'est surtout d'éradiquer le Hamas. Or, c'est difficile à expliquer, mais ça reste l'objectif essentiel d'Israël pour assurer sa survie. Et les otages arrivent sur un objectif de second plan. Et c'est pour ça qu'Israël est dans une situation compliquée, parce que c'est l'opération militaire la plus complexe de l'histoire, dans la mesure où vous entrez sur une zone qui est très petite. Ouais. On se souvient de la bataille de Mossoul qui a duré entre 6 et 9 mois, avec notamment 4 soldats de Daesh à l'époque. Là, vous en avez entre 30 000 et 50 000 du Hamas. Ils s'abritent notamment et se cachent derrière la population civile qu'ils utilisent comme bouclier humain. Et à la fois, pour éviter un nombre de pertes militaires trop important, Israël ne peut pas, en fait, à la fois sauver le plus de soldats militaires et en plus éradiquer le Hamas et en plus sauver les otages. Essayer de faire tout ça en même temps, mais ça reste une opération militaire qui est complexe. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des dirigeants militaires n'aimeraient pas être à la place du chef d'opération militaire d'Israël qui fait face à une situation qui est très compliquée.